Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. À quelques jours de la Saint-Valentin, je voulais offrir ce décor de rêve à tous les amoureux de l'excellence. Mais quel est le programme sommaire? La chaleur d'une maison de famille dans le luxe d'un grand hôtel. La chaussure sous toutes les coutures d'un chausseur exceptionnel. La coupe à son paroxysme avec un jeune couturier qui monte. Des montres au-delà du temps. Tous les amoureux du monde ont, je le crois, envie de trouver un petit coin de paradis. Nous en avons déniché un au cœur du Luberon. C'est un domaine où il fait bon roucouler. C'est par là, je crois. À 1 heure d'Avignon, il existe un havre d'élégance, de beauté et de soleil. C'est un domaine qui offre à la fois le repos et l'éveil, entre objets d'art et autres merveilles. Une Provence authentique qui jamais ne provençalise, une hospitalité magique qui en aucun cas ne se professionnalise. Cerclé de vignes, d'oliviers et de lavandes, le domaine des Andéoles est un hameau familial constitué de 10 maisons indépendantes dont l'accueil réalisé sur mesure repousse les limites du raffinement et de l'exclusivité. Partout des idées, du mouvement, des formes et des couleurs, c'est en 2003 que Patricia et Olivier Massart commencent à faire partager cet univers hors du commun. C'était le lieu dit, les Andéoles. Et Andéoles, bon, le dieu du vent évidemment, c'est sous les vents. C'est-à-dire que c'est un lieu un peu en hauteur, qui est toujours un peu venté, il y a toujours un petit vent, une petite brise. Donc voilà, le nom. Ce domaine accueillant est le fruit du rêve pétillant d'un enfant devenu grand. Le début de l'histoire, c'est une longue histoire, parce que c'était la maison de famille de mon mari. Olivier est né ici, c'était son grand-père qui avait acheté ce lieu, donc c'est un lieu auquel il est extrêmement attaché, qu'il connaît par cœur. Je pense que petit, il a dû jouer avec les sauterelles, les grillons, les cigales, et il l'aime particulièrement. Donc quand son papa a malheureusement disparu, il a eu la responsabilité de faire vivre ce lieu, et je crois qu'il a été très heureux et qu'il a pu, il l'a transformé dans un lieu d'accueil. Piscine, spa, jacuzzi, le domaine des Andéoles a tout d'un hôtel de luxe à la différence près que ses chambres sont des maisons et que sa décoration est une véritable collection. Je pense que c'est complètement une autre manière, c'est-à-dire qu'on a vraiment une passion à travers un certain nombre d'artistes. À travers les années, on a accumulé à travers ces rencontres, un certain nombre d'œuvres d'art. Et c'est un des moyens de partager ces œuvres d'art à travers cet hôtel. Des bassins, un potager, un lieu où la vie, l'histoire sont associés pour une plus grande sérénité. L'idée qu'on a eue au début, c'était de partager ce lieu avec des artistes. Je pense qu'Olivier a partagé beaucoup ça avec son grand-père et des artistes qui étaient dans la région. Vous savez très bien que dans la région, il y avait beaucoup d'artistes. Donc je pense que son rêve était de continuer ça. C'est vrai que ça n'est pas aussi simple, parce que le lieu est grand, il faut l'entretenir. Mais notre idée du départ, c'était ça. C'était éventuellement de restructurer, de louer les maisons l'été et d'inviter des artistes l'hiver. On y arrivera un jour. Ça n'est pas aussi simple. On a tous une maison de famille enfouie dans nos cœurs, qu'elle ait existé ou non. Le domaine des Andéoles en est la sublimation, notre maison de famille à tous. Et c'est en souvenir des cabanes que leur construisait leur grand-père que Patricia et Olivier ont imaginé avec l'architecte Alain Lorenz cet espace suspendu à 7 mètres du sol pour un dîner romantique ou un rendez-vous caché. Toutes les équipes ici redoutent le moment où je vais arriver parce que je vais tout chambouler, je veux toujours que ça soit en mouvement. Une générosité qui fait que de cet endroit émane de très bonnes vibrations. C'est vrai qu'il y a plein de petits endroits dans lesquels on s'est dit tiens, si on faisait ça ici parce que c'est ombragé, parce qu'il y a une petite brise, parce qu'il y a une plante qu'on adore, et donc on a envie de s'installer là pour un pique-nique ou pour un... Et vous savez, comme Olivier, comme on aime, parce que j'ai appris aussi comme lui à aimer cette région, on a envie de la faire partager. Si vous le ressentez comme ça, je suis assez content parce qu'on essaye en tous les cas de donner cette sensation, cette impression. Oui.
C'est des rencontres entre l'eau et la lumière. Et si on arrive effectivement à trouver cette rencontre et créer une espèce d'alchimie, et ce qui crée des endroits comme ça, à vibration, des endroits complètement habités. Ce qui est important en définitive. Chacune des 10 maisons a une personnalité à part entière qui transforme le séjour en une expérience particulière. Des espaces sur mesure à la fois hors du temps et hors du monde qui inspirent à la sérénité. Et l'art loge à l'hôtel puisqu'un clin d'œil discret à des artistes du XXe siècle en ponctue la décoration. C'est un peu comme un voyage, c'est-à-dire qu'avec Patricia, à travers nos voyages, on a eu des moments comme ça, des moments de fascination. Donc la Maison Blanche, c'est un peu la Grèce. La maison des cascades, c'est l'Asie. La maison du voyageur, c'est l'Afrique. Ouais, c'est parti d'un objet. Souvent, c'est parti ou d'un tableau, d'une sculpture. Et puis, on a construit autour. Et l'univers créatif se poursuit jusque dans le restaurant dont la décoration mélange objets, vaisselle et œuvres d'art avec beaucoup de talent. Ça, vous voyez, c'est la seule chose qui ne bouge pas. Mais ça, il m'a laissé un petit bout de la Chapelle Sistine, c'est un peu de l'Italie. Ça, c'est le bout de l'Italie qui ne bouge pas. C'est osé, mais c'est joli. Michel-Ange avait imaginé la création d'Adam pour surplomber un lieu de prière. Ici, c'est un lieu de vie où l'on peut savourer, contempler, méditer. Mais finalement, tout cela, à la prière, n'est pas si étranger. Cette année, la maison accueille un nouveau chef, Fabrizio Ferrari. Originaire de Lombardie, il met en avant sa cuisine, son attachement au terroir et aux produits bio. Ce que je cherche de faire, c'est un mariage entre ma philosophie et la richesse des produits du lieu. Par exemple, la pizza tatène, c'est un tatène de tomates avec des éléments très, très simples comme la mozzarella et les anchois. C'est justement un mariage entre l'Italie, la côté du sud d'Italie et la côté du sud de la France. Allez, un petit tour derrière les fourneaux pour apprendre à faire le risotto. On a eu beaucoup de succès avec le risotto, qui c'est un plat de la Lombardie, c'est ma terre. J'ai commencé à faire des risottos à 16 ans et je n'ai jamais arrêté. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Pour la confection du risotto, qui c'est là, on va le manier avec un tout petit peu de beurre et du grana padano. Et cerise sur le gâteau, une fleur de courgette sur le risotto. Un temps suspendu, bucolique, raffiné et naturel. Où se mêlent souvenirs d'enfance et rêves d'évasion, un endroit dont l'unique regret est celui d'avoir à le quitter. Les petits cœurs et autres cupidons naïfs, vous allez en avoir une overdose. Donc j'ai pensé que pour avoir les hommes ou les femmes de nos rêves à nos pieds, il fallait être bien chaussé. C'est exactement le propos de Monsieur Roger Vivier, à qui on consacre une exposition, l'exposition la plus glamour de l'époque. Celui qui inventa le talon aiguille en 1954 ne peut être qu'un créateur mythique qui laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de la mode et de la société, si l'on peut les dissocier. Roger Vivier, plus inventeur que chausseur, commença sa carrière dans les années 30. Pour cette rétrospective, 140 chaussures racontent son œuvre. Quand on a préparé le livre sur Roger Vivier, on en a fait 2 d'ailleurs, des livres, on est tombé sur tout un tas de documents et on a envie de partager. Donc depuis longtemps, j'avais très envie de montrer ce que c'était que le monde de Vivier. Et en fait, j'ai été la première surprise parce que grâce à Olivier Saillard, qui a eu accès à de nombreuses collections, j'ai découvert encore des choses. Ça semble sans fin, on a l'impression que c'est le travail de 10 personnes différentes.
Olivier Saillard, directeur du musée Galliera, est le commissaire de cette exposition. Il n'est pas le créateur d'un seul type de chaussure, il est le créateur de plusieurs formes, de plusieurs talons, on le sait pertinemment, de plusieurs dessins, de plusieurs fantasmes de femmes. Et ça, c'est comme la vie d'un peintre, il y a des périodes, il y a des écoles, il y a des moments. Et s'agissant de Vivier, c'est très lisible, mais ces moments n'antidatent pas les autres. Donc il y a un devoir de renoncer à une chronologie chez Roger Vivier. Les œuvres sont ainsi présentées par thématique en puisant dans les inspirations de Roger Vivier. Il y a un esprit Vivier qui est évidemment fait de beaucoup d'élégance, de distinction, de raffinement, un artisanat magnifique, mais toujours comme ça une gaieté, une joie, un peu d'humour, une légèreté, une grâce en fait. Donnez à une femme la bonne paire de chaussures et elle pourra conquérir le monde, disait Marilyn Monroe. Quand il est question de souliers, chacun sait que les femmes ne rigolent pas avec ce sujet. Lorsqu'on les regarde, ce sont des sculptures, ce sont de véritables œuvres d'art. C'est probablement Vivier, celui qui s'est approché le plus de ce sentiment haute couture dans ce domaine lié à la chaussure. Ce génie de l'escarpin voit la chaussure comme une sculpture dont il ne cesse de questionner la forme. Lui qui signa les souliers du couronnement d'Élisabeth II en 1953, ou encore ceux de Catherine Deneuve dans Belle de jour, quelle serait la paire qu'il aurait imaginée pour Inès de la Fressange? Il y a un soulier de velours bleu qui a l'air un peu passé, comme ça, et avec une broderie. Et c'est un tout petit talon, mais c'est ultra sophistiqué tout de même. Et je les trouve absolument charmantes. Et il s'agit de prendre cette histoire de la chaussure au pied de la lettre. On n'aura de cesse de le répéter, mais en effet, la création de mode, le vêtement, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, la chaussure, sont un filtre qui permet de dresser le portrait d'une décennie, d'une personne, d'une époque, d'un moment de société. Et que ça, c'est toujours un timbre pour dire ce qu'a été, à un moment donné, la société, même lorsqu'elle est inscrite dans le luxe ou dans l'ordinaire. Toujours au pied des femmes les plus élégantes, Carla Bruni-Sarkozy, Cate Blanchett ou Nicole Kidman, les lignes Roger Vivier sont incarnées depuis 2002 par Bruno Frisoni, qui perpétue l'excellence de la maison avec des formes nouvelles. Il y a des moments troublants et des moments où on cherche un peu ses marques à l'intérieur d'une histoire. Un des signes des créatifs, c'est de vouloir exister réellement. Donc à l'intérieur d'une histoire de quelqu'un d'autre, il faut inscrire sa propre histoire. Donc c'est retravailler avec le livre, c'est réinterpréter. Tous les deux étaient très méticuleux. Et pour les souliers, c'était une question de millimètres, quoi. Si on change 2 millimètres, c'est plus le même soulier. Alors je crois qu'il faut être très très précis. Et puis les deux arrivent quand même à ne pas faire sentir le travail, hein, ce qui est très difficile. Et on a l'impression que c'est facile. Bruno Frisoni, avec ce même amour du travail bien fait, étend la marque en maison d'accessoires de luxe. J'espère de l'humour, de la fantaisie. Quand on s'habille, il faut aussi s'amuser, il faut avoir plaisir à s'habiller et ça ne doit pas être une contrainte. Donc c'est ce que j'essaie d'évoquer. Après, j'aime bien que les choses soient fonctionnelles tout en étant quelquefois irrationnelles. Donc voilà, c'est un peu la complexité de mon travail. J'aimerais bien quand même faire une espèce de hold-up. Quelle femme n'aimerait pas en faire autant? Reste à trouver la robe pour aller avec ses souliers de rêve. Je pense que Cédric Charlier, le créateur belge à qui nous trouvons beaucoup de talent, doit bien avoir une idée. Vous cherchez des robes à séduire? Défilez. Le début de cette collection est parti d'une réflexion sur la protection qui m'amène à l'idée d'une séduction martiale. Voilà. Et donc, par rapport à ça, j'ai développé des vêtements qui, à la base, peuvent
paraître simples, mais ils sont complexes par la coupe. Et j'ai joué sur des jeux de superposition, sur des jeux d'enveloppe, de manière assez simple de fermer les vêtements. Voilà. Oui, sous collaboration. Et puis voilà, j'avais envie de rendre ce look un peu plus subversif avec ces bottes d'été. Et puis les colliers nouveaux, plutôt modernes, j'espère. Couleurs de nuit que je contraste et j'amène des accents de brillance par la fin avec les paillettes. Moi, je sais bien ce que je vais choisir. Maintenant, j'aimerais vous faire partager un moment de génie horloger, doublé d'un moment de génie romantique aussi. Mais pour cela, direction Genève. Le salon de la haute horlogerie rassemble 16 des plus grands noms de l'horlogerie de luxe, un secteur qui poursuit toujours sa croissance après 3 années records et malgré un relatif recul des ventes en Chine. Des modèles toujours plus compliqués, toujours plus fins, l'innovation en matière de garde-temps semble sans fin. Van Cleef & Arpels, cette année, a rivalisé de technicité, d'élégance et de romantisme. On utilise les complications de l'horlogerie, les métiers d'art, des cadraniers, pour créer un temps poétique. C'est notre raison d'être, le temps poétique. Oui, c'est vrai, notre temps doit être mesuré sur le pont des amoureux, qui est une création de la maison, entre le moment où vous avez donné un baiser et le moment où vous allez en recevoir. Donc c'est une autre façon de voir le temps. C'est deux amoureux, un homme et une femme. L'homme cache derrière son dos une immense rose et se dirige vers la jeune femme qui chemine sur un petit pont avec sa très jolie ombrelle. Et ce cheminement de ce jeune homme vers cette jeune femme prend un certain temps
Donc il avance un petit peu progressivement, d'heure en heure. Et avec un mouvement rétrograde, il revient en arrière et puis il s'avance à nouveau. Et la jeune femme, elle, heure par heure, avance un tout petit peu imperceptiblement. Mais bon, c'est quand même le monsieur qui fait le plus gros du travail, si je puis dire. Et puis finalement, il se retrouve à minuit. Et à minuit, il change un baiser qui dure le plus long baiser de l'histoire de l'horlogerie, puisqu'il dure 1 minute avant de se séparer à nouveau. Et suprême raffinement, c'est au dernier moment, lorsqu'ils se retrouvent pour s'embrasser, le dernier imperceptible mouvement, c'est la jeune femme qui avance. Contrairement à ce qu'a fait l'homme pendant toute la durée du voyage. Exactement, c'est comme dans la vraie vie. Il a fallu adapter des principes très rigoureux d'horlogerie à la poésie. C'est un plaisir énorme de faire ce genre de choses. Alors, on ne dirait pas, mais il y a beaucoup de techniques à l'intérieur. Ces personnages ont l'air tout légers, mais pour une montre, sont extrêmement lourds. Donc, il a fallu synchroniser la fin du baiser. Ce qui fait qu'il a fallu imaginer un système très particulier, techniquement très exigeant, pour réussir à faire en sorte que ces deux personnages partent en même temps. On a de la peine à croire, mais en fait, c'est que 2 couleurs, c'est du noir et du blanc. Et là, je pense qu'on a, il faudrait voir, mais il y a Dominique Baron, je crois, qui est ici, qui est une très grande émailleuse, qui a réalisé ça, qui a exhumé une très vieille façon de faire de l'émail. Donc en fait, c'est uniquement une peinture noire. Elle revient simplement avec des pigments blancs. C'est du blanc de Limoges, quelque chose, et elle passe, je sais pas, 10 fois au four, mais plus elle passe, plus c'est blanc. On a réussi à faire avec ça cette impression de nuit, avec la lune, avec tout ça. Je crois que l'objet est beau. Ce cadran extraordinaire célèbre l'émotion inestimable d'un baiser. Van Cleef & Arpels, nous voulons créer de la dimension. Donc, nous avons des effets de perspective et nous avons des superpositions de sculptures en or ou de marqueterie. Et donc, vous avez l'impression d'avoir un véritable paysage devant vous. Quand vous regardez votre montre, ce n'est plus un geste banal. Ce n'est plus simplement pour vous dire l'heure, parce que vous avez d'autres appareils pour vous le donner, comme un téléphone portable. Ça vous donne simplement une émotion, une inspiration. Vous êtes plus grand, plus attiré pour créer tous ensemble un monde meilleur. Un monde meilleur dans lequel on ne compte plus les heures, il n'y a que l'amour qui puisse faire oublier le temps. Jolie déclaration d'amour, cette montre ne sonne que le moment du baiser. Pour avoir l'heure, maintenant, il y a le téléphone. C'est une très jolie dame qui nous donne aujourd'hui sa définition du luxe, Inès de la Fressange. Le luxe, ça correspond à des critères. Alors évidemment, des critères de qualité, des critères, en l'occurrence, d'artisanat, de grande connaissance du métier. Parce que quand on voit certaines plumes teintées qui sont utilisées pour faire des souliers, il faut un savoir-faire immense. Et ça veut dire du temps et forcément un coût. Et alors, mais au-delà de cette qualité, de ce savoir-faire, il y a tout simplement de la créativité. Et alors, l'imagination. Et finalement, ça, c'est quelque chose de très, très rare et d'absolument admirable. Ça peut être une des fiertés de la France, cette créativité, ce sens de l'innovation. Et pour moi, c'est ça le véritable luxe. C'est pas un logo, c'est pas un prix, mais c'est de la rareté et dans ce qu'il y a de plus merveilleux. Et la dame sait de quoi elle parle. Merci de nous avoir suivis, merci à Flower de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, on essaye d'en savoir un peu plus sur les codes en vigueur de l'art de vivre à la française. Au revoir. La conversation, c'est le maître mot. Évidemment, on ne parle jamais de soi, on met toujours l'autre en valeur et toujours faire parler les autres. Il y a toujours cette fameuse trilogie des thèmes à ne pas aborder, c'est-à-dire religion, politique, argent. Tout dépend du niveau des gens que vous avez. Moi, je suis un petit peu contre le fait d'avoir des tabous, parce que si vous êtes avec des gens d'un certain niveau, vous pouvez tout aborder avec beaucoup d'intérêt.
faut parler autant de temps à la personne de droite qu'à la personne de gauche, quel que soit son niveau intellectuel. C'est La Rochefoucauld qui a dit « Celui qui est content de lui après avoir parlé avec vous sera toujours content de vous ».